devrions faire en sorte qu'à partir du moment où un journal appartient à un milliardaire, il n'y a plus d'aide pour ce journal-là, puisque le milliardaire l'achète pour de l'influence, et cet argent devrait être redistribué, y compris à des journaux de droite, j'ai aucun problème avec ça, mais redistribué à des journaux qui seraient indépendants. Jusque-là, on pouvait se dire 100% indépendant, ce qu'on reste, mais malgré tout, on reçoit les aides de l'État. Ce qui, rassurez-vous, ne nous empêchera pas de critiquer ni Rachida Dati ni Emmanuel Macron. Il venait d'y avoir une dissolution. Et on se disait, non mais ça n'a aucun sens. On est déconnecté avec le monde qui nous entoure. On est en train de parler de projets qui sont certes importants, qu'on avait imaginés il y a plusieurs mois. Mais là, on est à un moment où Bardella, il est peut-être Premier ministre dans 3 semaines. C'est complètement cinglé. On vit en dehors de la vraie vie, de ce qui va se passer. À ce moment-là, on dit, non mais on arrête. Venez, à la fin, on se parle. Et on s'est réunis, on a discuté d'abord à 3-4, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et puis, je crois que c'est Karine, la directrice de Mediapart, qui a dit, venez, on fait un truc place de la République. Tout le monde est venu et on s'est retrouvé à être 100 000 place de la République. Le Parisien, le quotidien le plus lu de France, pourrait tomber entre les mains de Vincent Bolloré. Ce milliardaire ultra-réactionnaire est déjà propriétaire du JDD, de CNews, de Canal+, d'Europe 1 et de plusieurs dizaines de magazines. Des médias qu'il met au service de son projet politique, faire basculer la France à l'extrême droite. C'est en réalité la plupart des médias qui appartiennent à des ultra-riches. M6, TF1, BFM, mais aussi Marianne, L'Express, Le Point sont aux mains de milliardaires. Ils sont tous ultra-libéraux et pour la plupart ultra-conservateurs. En face, il existe des médias indépendants comme Street Press, Blast, Reporter, Mediapart ou l'Humanité, pour ne citer que les plus connus. Mais nous avons bien moins de moyens. La plupart d'entre nous vivons exclusivement des dons ou des abonnements. Tous ces médias, justement, sont réunis aujourd'hui au sein du village des médias indépendants de la Fête de l'Huma, un village qui est situé juste en face de moi. On va profiter de cet événement pour leur poser une question. Est-ce que pour être plus fort, concurrencer les médias des milliardaires, on ne devrait pas tous fusionner dans un grand média indé ? Fabrice Arfi, Salomé Saké, Sumboy, Elena Berkaoui pourraient enquêter ensemble ou faire des documentaires en commun. On va en parler sous ce chapiteau, mais avant ça, je dois vous rappeler que Street Press vit avant tout du soutien des abonnés. Donc si vous le pouvez, faites un don. Comme d'habitude, le lien vers la cagnotte sera dans la description de la vidéo. Donc bienvenue à cet épisode de rentrée du podcast des Indés, enregistré pour la première fois en public. C'est un podcast de Street Press, c'est un média d'enquête, de reportage et de documentaire entièrement en accès libre. C'est un média engagé contre l'extrême droite et les discriminations et pour un monde plus juste. À mes côtés, j'ai la fine fleur du journalisme indépendant, Anna Gégaud, cofondatrice du Média Commune. Salut. Salut. C'est un jeune média qui aide à mieux comprendre les sujets d'immigration. Elle le mérite. Tout ce qu'ils font est clair, didactique et frais. Et si vous ne connaissez pas, allez voir, notamment sur Insta. Alors non, le racisme anti-blanc, c'est pas le nouveau racisme. Et c'est vrai qu'on entend pas mal ce terme en ce moment. Mais du coup, je te donne 3 arguments basés sur des faits pour savoir quoi répondre à ta collègue. Romain Andraca, tu es rédacteur en chef d'Arrêt sur Image, le média de référence de la critique des médias. Vous faites de l'enquête et de l'analyse. Mais je pense, et vu l'ovation, il n'y a plus besoin de vous présenter. Et enfin, David Dufresne, toi, t'as presque tout fait. De la presse écrite, de la télévision, même si t'aimes pas trop qu'on le rappelle. Des livres. T'es d'ailleurs l'auteur d'un de mes bouquins de journaliste préférés, Tarnac, Magasin Général. Et tu sors là, ces jours-ci, un livre qui retrace l'histoire de ta grand-mère, qui était une terroriste d'extrême gauche. J'utilise des mots qui font peur, mais ça fait vendre. Pas du tout, elle était éco-terroriste. Pardon. Voilà, et... D'extrême gauche. D'extrême gauche. Et surtout, tu as monté Au Poste, un média sur Twitch. Attends, personne n'a rien compris. Elle a fait sauter la centrale nucléaire de Fessenheim le 3 mai 1975, qui était en construction. Merci pour elle. Voilà, je reprends, c'était pas dans mon conducteur, mais c'est pas grave. Et donc surtout, tu as monté Au Poste, un média sur Twitch, et on est d'ailleurs en direct sur Twitch. Bonjour à tous, et on prendra au fil de l'émission les questions du chat. Donc bonjour à tous ceux qui nous suivent là en ce moment. Le sujet du jour. Alors, c'était écrit à l'entrée. Est-ce que pour être plus fort face à CNews et TF1, est-ce que les médias indés qui sont réunis dans ce village aujourd'hui devraient tous fusionner pour ne devenir plus qu'un seul média ?
Qu'est-ce que vous en pensez? Anna, je te lance. Moi, je dirais non. Je dirais qu'une fusion totale, en tout cas, c'est pas souhaitable. Déjà pour la pluralité éditoriale et pour la diversité des points de vue. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à mettre en place de plus en plus pour quand même garder un côté de solidarité et d'entraide entre nous. Robin? Ben non, mais moi je vais donner une réponse à peu près similaire, qui est que en fait pour la pluralité de l'information et pour permettre aux gens d'avoir un vaste choix en fait, parce que au poste, arrêt sur image, commune, street press, c'est des trucs qui sont hyper complémentaires, qui répondent à des obsessions différentes. Et du coup, non, je pense pas que ce serait. Je comprends la question un tantinet provocatrice, mais je pense que j'ai pas du tout envie de faire comme l'extrême droite, qui a plein de médias qui racontent exactement la même chose tous les jours. Donc non, tant qu'on peut continuer comme ça, je pense que c'est mieux. David? Eh bien, c'est un débat, donc je vais dire que oui, nous devons tous fusionner. Mais tout de suite, immédiatement, je veux les caméras d'arrêt sur image, je veux les moyens d'enquête de street press. Non, évidemment, je déconne, on est très emmerdés parce que personne ne veut fusionner. Donc je ne sais pas comment ce débat tenu par Mathieu Mollard, parce qu'il ne s'est pas présenté, de la maison Street Press, lui-même rédacteur en chef, ou... Eh ouais, bah ouais. Merci. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir vous dire. Alors en fait, est-ce que tu veux expliquer l'objet provocateur? En fait, c'est à cause de Street Press, puisque Olivier Legrain, millionnaire, qui est derrière la maison des médias libres, on pourra en parler, puisqu'on participe à l'édification de cette maison des médias libres, a proposé dans Street Press une espèce de truc complètement dingue. Il voudrait qu'on fusionne tous dans un... Comment il appelle ça? Une holding. Une holding des médias indépendants. Et là-dessus, il s'est dit, tiens, si on faisait un intitulé de débat, faut-il fusionner? Et alors, je suis pas plus que les autres pour cette fusion, mais je pense qu'il faut expliquer ce qu'il y a derrière son idée, que je ne partage pas, mais qui est pas si dingue. Il y a l'idée de se dire qu'on pourrait peut-être partager des comptables, qu'on pourrait partager du matériel, tout n'est pas à jeter. Et je pense que c'est aussi le projet de la Maison des médias libres, de dire on pourrait se réunir à un endroit qui fait qu'on pourrait mettre en commun un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, on est isolé, mais on est un archipel, une somme d'îles, ces médias indépendants, mais il existe des passerelles nombreuses. Par exemple, au Poste, cette année, vous travaillez avec Mediapart. Au Poste vient de terminer une émission. On se propulse de l'autre côté de Paris et nous sommes dans les studios de Mediapart. Comment ça se passe? Vous entendez bien? Eh bien, justement, hier, j'avais une réunion à Mediapart. Comme je te disais, quand on a préparé le débat, effectivement, depuis un an, au Poste, hack Mediapart, en faisant une émission mensuelle sur l'extrême droite, eh bien, le résultat est un échec total de cette collaboration. C'est-à-dire que le plaisir est intense, donc ça c'est super, les invités c'est super, etc., mais ça ne rapporte rien ni au Poste, ni à Mediapart. Il n'y a pas plus d'abonnés pour Mediapart et pas plus de donateurs pour au Poste. Donc d'un point de vue purement d'intendance, cette collaboration ne sert pas. Elle sert sur d'autres choses. Elle envoie un signal qui est de dire face à un ennemi qui est l'extrême droite, soyons unis. Et c'était d'ailleurs le point de départ du village des médias indépendants il y a 2 ans avec ce que vous avez pu faire Place de la République, où tout d'un coup, il y a eu un truc qui était de dire voilà, il y a une urgence antifasciste à mener, on va se mettre ensemble, là où d'ordinaire, on ne travaille pas forcément les uns avec les autres. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement la collaboration au Poste Mediapart, elle est très plaisante, mais en fait, on n'additionne pas les publics. Et c'est ça le truc qui est un peu triste, c'est que BFM additionne le public de CNews, mais nous, on n'additionne pas le public. C'est-à-dire, vous êtes là. Voilà. Les gens qui aiment les médias indépendants, ils sont là. Ils ne sont pas extrêmement nombreux. Et merci infiniment de tous d'être là, évidemment. Mais je ne suis pas sûr que les collaborations vont ouvrir l'audience des uns et des autres. Oui, vous pourrez poser une question. Voilà. Et après, il y a des expériences quand même qui ont marché. Anna, vous travaillez avec Histoire Crépue. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter quelle est cette collaboration? Et est-ce que pour vous, c'est positif? Est-ce que ça a marché?
Ouais, nous, c'est quelque chose qui marche très bien, qui nous apporte beaucoup d'abonnés à chaque fois. Eux, ils ont beaucoup plus d'abonnés que nous et ça leur apporte quand même des abonnés et surtout beaucoup de vues sur les vidéos. Ils ont fait des meilleures statistiques sur la vidéo qu'on a fait ensemble que plusieurs qu'ils avaient fait avant. Pour Donc, qu'on ouais. comprenne bien, c'est des vidéos sur Instagram qui Ouais, sont des posées par les deux médias. Ouais, capsules réseaux sociaux qui sont posées sur les comptes de chaque média en fait. Beaucoup de personnes pensent que la colonisation, ça date d'il y a longtemps, mais en réalité, si on regarde juste la guerre d'Algérie, elle s'est terminée en 1962. C'est beaucoup plus récent que par exemple la Seconde Guerre mondiale. Et ouais, ça marche très bien, même celle qu'on a fait avec vous aussi, avec Street Press, nous, ça nous a apporté un nombre d'abonnés assez énorme. Donc je pense que pour des médias un peu plus petits qu'au Poste, ça marche très bien. Bah, je pense que aussi sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, l'outil, le réseau social, il est pensé aussi pour ça et il aime beaucoup. L'algorithme, il aime bien ça et donc il favorise et il pousse et on en profite. Parce que oui, on est très critiques les uns et les autres des réseaux sociaux, mais malheureusement, on est présent sur un certain nombre de réseaux sociaux, pas tous. C'est aussi comme ça qu'on touche des gens et je suis sûr que dans cette salle, il y a plein de gens qui connaissent David Dufresne parce qu'à un moment, il a été sur Twitter, il a fait 2-3 machins pendant les Gilets jaunes. Parce que vous êtes sur Instagram, parce que nous, on est sur Instagram, vous aussi, etc. Et c'est là où beaucoup de gens nous découvrent. Donc, on a beau être critique de ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous, on a besoin d'eux. Arrêt sur image, vous avez un projet de plateforme d'abonnement. C'est aussi une forme de collaboration et qui est pour le coup sur ce qu'on disait, sur mettre ensemble des moyens administratifs, logistiques. Bah, c'est quelque chose en fait que les gens, et notamment l'année dernière quand on était à la fête de l'UMA, nous réclamaient énormément en nous disant en gros, nous on aimerait soutenir plein de médias indépendants, mais on n'a pas les moyens et tout. Et c'est pour ça que Arrêt sur image, Daniel Scherman est à l'origine d'un projet qui s'appelle la Presse Libre. Ils ont un stand juste là. C'est donc la première plateforme donc, de médias indépendants qui réunit plusieurs médias indépendants et qui vous permet en fait de vous abonner pour un montant fixe à 8 médias indépendants différents, voilà, dont Arrêt sur image, Reflet, Politis, Rue 89 en région. Et donc voilà, vous pourrez aller les rencontrer, ils sont juste à côté et leur demander... Et dans un an, on fera le bilan. Est-ce que ça a marché ? Alors, ça commence mi-octobre. Et donc, dans un an, on pourra commencer à voir, d'autant qu'on a l'ambition évidemment d'ouvrir ce portail à d'autres médias qui ne nous ont pas rejoints encore, mais qui pourront le faire ensuite. Quelle sera la péréquation quand les gens vont s'abonner mi-octobre à la Presse Libre? Comment vous allez reverser aux différents médias que vous avez pris? Alors, ça du coup, c'est mot technique péréquation, mais tu vas perdre tout le monde. Mais en gros, ça faisait partie des nœuds techniques et économiques qu'on a dû affronter en créant ce projet. C'est qu'en fait, c'est réparti en fonction de ce que pèse un média. Ça veut dire concrètement combien de personnes sont abonnées et aussi de l'audience, quoi. Donc c'est réparti. On a fait un calcul que je ne vais pas détailler ici parce que sinon tout le monde va s'en aller. Mais concrètement, c'est essayer de trouver un truc juste pour tous les médias en fonction de leur audience, du nombre d'abonnés et du prix de l'abonnement aussi. C'était hyper compliqué parce que sur le principe, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est bien de coopérer et tout. Mais la réalité, à chaque fois, quand on commence à mettre les mains dans le cambouis entre les difficultés techniques et aussi les relations humaines, fait que pour arriver au résultat qui n'a pas été simple, mais qui, à mon avis, dont on peut être fier aujourd'hui, ça demande beaucoup, beaucoup d'ajustements. Et après, il y a d'autres formes de collaboration. Il y a des collaborations éditoriales. À Street Press, on en a fait plein. On a fait les Drailix. Patrick Drahi, c'est un milliardaire qui était propriétaire de BFM, de Libération, de SFR, de médias dans le monde entier. Et à un moment, les copains de Reflet, qui ont leur stand dans le coin là-bas, ils ont récupéré un leak, c'est-à-dire des millions et des millions de pages de données qui avaient été piratées par des hackers russes. Grâce à eux, nous pouvons dévoiler certaines magouilles du milliardaire. La Suisse, où il s'est installé, l'accuse d'avoir fait semblant de quitter sa femme et lui réclame plus de 7 milliards d'euros. Ces hackers, d'abord, ils ont tenté de faire chanter Patrick Drahi, lui ont demandé quelques millions, il aurait refusé, et ils ont tout balancé dans un recoin du dark web, c'est plus romanesque de le dire comme ça, et... Reflet, ils ont récupéré ces données. Et face à cette montagne de données, ils ont pris le téléphone et ils ont appelé plein de médias. Et avec Blast et Street Press, tous les trois, on s'est mis ensemble et on a enquêté. Et on a enquêté pendant 18 mois
D'abord, ça a permis de pas tous faire le même travail. C'est-à-dire que des fois, on est plusieurs médias enquêtés sur le même sujet et on perd un peu de l'énergie. Et aussi, au moment où on a sorti ces enquêtes, on avait imaginé un petit truc marrant, c'est qu'on disait rendez-vous demain à 9h. Et à 9h, on disait on sort un scoop par heure toute la journée. Et on faisait monter comme ça la sauce. Et nous, sur Street Press, on a fait 1,5 million de vues en une journée sur ces enquêtes-là. Blast, ils ont fait des excellentes audiences sur les vidéos de ces enquêtes, etc. Et ce travail collectif, il a très bien marché. Et on avait fait une cagnotte commune qui fait que les gens pouvaient se soutenir et on a pu financer le projet comme ça. Parce que, voilà, sur des opérations comme ça, il y en a. Et il y en a à imaginer. Et c'était rentable ou pas? Sois sincère. Je pense pas que ce soit... C'était pas loin d'être à l'équilibre parce que la cagnotte, elle a quand même permis de ramener pas mal d'argent. Mais surtout, nous, on vit des dons. On est un média en accès libre, on vit des dons. Il y en a d'autres qui sont sur abonnement et c'est les deux modèles principaux dans les médias indés. Et nous, 80% des dons, on les fait au moment d'une campagne annuelle. On dit à tout le monde, les gars, oubliez, les filles, si vous nous faites pas de dons, on crève. Et c'est parce qu'on dit ça que les gens nous font des dons. Ça marche, tant mieux, on grandit, tout ça, on est content. Je crois que vous êtes un peu sur le même modèle. Ouais, c'est pas le discours en marchant. Enfin, vous donnez pas de dons, on crève, mais c'est... Ah, ça, c'est Street Press. Ouais, c'est Street Press. Essayez l'an prochain, ça marche mieux. Non, mais c'est une réalité. À partir du moment où c'est notre première source de revenus, si on supprime les dons, on n'existe plus. C'est comme sans les abonnements, vous mourrez. Exactement. Et merci d'ailleurs s'il y a des gens qui sont abonnés ou qui donnent dans la salle. Merci beaucoup. Et toi, tu vis aussi grâce aux dons? Ah oui, absolument. Le modèle, c'est celui du don. Et c'est assez rigolo parce qu'on a lancé une forme de sondage cet été chez tout le monde, tous les opostiens, les opostiennes, et notamment les donateurs et les donatrices, à qui on proposait, est-ce que vous aimeriez avoir l'exclusivité pendant 24 heures, 48 heures d'un certain nombre de contenus avant de le verser pour tout le monde? Et il y a une levée de bouclier magnifique en disant, mais moi je donne pour que tout le monde puisse regarder. Je donne, j'ai les moyens de donner pour partager. Donc, je ne veux pas l'exclusivité. Et donc, on vous parle de beaucoup d'argent là depuis le début, parce que c'est, en fait, quand on dit face à CNews, face à TF1, c'est de ça dont on parle. En dehors de leur idéologie, c'est leurs moyens financiers qui sont sans commune mesure avec les nôtres. Donc, on essaie les uns et les autres de trouver des moyens de survie. Et je trouve très beau que chez les donateurs de poste, et je pense que c'est le cas ailleurs, à Street Press, etc., où il y a cette idée de non, moi je donne pour que ça existe, pour que ça circule. Et pas du tout pour avoir en exclusivité arrêt sur image. Vous avez un système, les abonnés votent toutes les semaines, je crois, deux contenus gratuits. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, nous, notre modèle, il est là. C'est celui, enfin modèle, c'est pas un modèle, mais enfin notre façon de faire, c'est celle-ci. Est-ce que vous pensez qu'on devrait travailler plus ensemble? Est-ce que, par exemple, on devrait, au moment des grandes périodes électorales, monter une émission tous ensemble? Est-ce qu'on devrait faire des enquêtes tous ensemble? Ou ça a ses limites? Je sais pas si ça a ses limites, mais moi je suis clairement pour, et on le voit par exemple sur ce que vous avez fait au moment des législatives. Enfin, c'était hyper fort et on a vu que ça avait un vrai impact. Je pense que ce serait cool que tu expliques un peu ce que vous avez fait. Au moment des législatives, à Street Press, on a fait deux choses. D'abord, notre travail de journaliste, c'est-à-dire enquêter. On a sorti en 5 semaines à peu près 60 enquêtes. On prenait la liste des candidats d'extrême droite, par le haut, par le bas, par le milieu, et on épluchait toutes les candidatures. À la fois, il y avait des journalistes spécialisés, certains sont dans la salle, qui, parce qu'ils ont l'expérience du sujet, savent que dans certains territoires, il y a plus de chances qu'il y ait des liens avec des groupuscules violents, parce qu'ils savent des fois sur un nom de famille. Par exemple, il y avait un candidat, on apprend que son nom de famille c'était Ghana, mais quand on est spécialiste de l'extrême droite, Ghana c'est un nom de famille qui parle, parce qu'il y avait son frère qui avait été à la tête d'un groupuscule qui a été interdit. Donc on se dit, oh lui il doit avoir un passé intéressant, etc. On a enquêté comme ça. Et on travaillait
soit de manière un peu informelle avec d'autres médias. Je vais peut-être briser un secret, mais on avait créé un petit groupe de Signal avec les gens de Mediapart, et de temps en temps, on se disait, là-dessus, t'as quelque chose, nous, on bosse sur tel candidat, ils disaient, ah bah j'ai ça, je vous laisse si vous avez le truc, et nous, on se concentre sur un autre. Il n'y avait pas le temps, il y avait tellement de travail à faire, donc on faisait ce travail-là d'enquête. Et puis, on a lancé, mais pas tout seul, avec plein de médias indépendants. On était à une soirée du Fonds pour la presse libre, qui devait soutenir financièrement un certain nombre de médias, dont Street Press, donc on y était. Et tout le monde parlait de ses projets, mais sauf qu'il venait d'y avoir une dissolution. Et on se disait, non mais ça n'a aucun sens. On est déconnecté avec le monde qui nous entoure. On est en train de parler de projets qui sont certes importants, qu'on avait imaginés il y a plusieurs mois, mais là, on est à un moment où Bardella, il est peut-être Premier ministre dans 3 semaines, c'est complètement cinglé, on vit en dehors de la vraie vie de ce qui va se passer. Et à ce moment-là, on dit non, mais on arrête, venez, à la fin, on se parle. Et on s'est réunis, on a discuté d'abord à 3-4, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et puis je crois que c'est Karine, la directrice de Mediapart, qui a dit venez, on fait un truc Place de la République. Et on s'est dit ah ouais, on pourrait faire un grand événement Place de la République. Et puis on a passé des coups de fil, d'abord appeler les médias, puis après les associations, les syndicats, la CGT, tout le monde est venu et on s'est retrouvés à être 100 000 Place de la République pour un grand rassemblement. Pour convaincre celles et ceux qui doutent, je serai là pour frapper à toutes les portes et crier doucement que la marge, la différence, l'étranger, le binational n'incarne pas l'ennemi. Et on avait surtout collaboration des médias aussi. Il y avait les responsables des réseaux sociaux des différents médias qui étaient réunis dans une même pièce pour partager tous les contenus qui sortaient ce jour-là pour qu'il y ait un max de bruit et que ça circule un maximum. Et je pense qu'il y a aussi peut-être une piste à réfléchir sur est-ce qu'on ne pourrait pas se donner un peu plus de force pour visibiliser le travail des uns des autres. Après, à Arrêt sur Image, vous êtes aussi bien placé pour savoir qu'on n'est pas tous pareils et qu'il y a une question de ne pas trop uniformiser ce qu'on fait. Ben c'est ça, ouais. Et puis les médias se singularisent aussi par les enquêtes qui sortent. C'est ça qui leur permet de récolter des tons. Et on ne va pas se cacher non plus sur le fait que les journalistes aiment bien sortir des enquêtes sur les médias pour lesquels ils bossent en fait. Enfin, bon, par ailleurs, nous, à Arrêt sur Image, on a un truc où bosser avec d'autres médias, étant donné qu'on est censé les critiquer, c'est un peu contre nature, quoi. Mais malgré tout, en fait, le contexte politique fait que depuis quelques années, on est obligé en fait de s'assouplir un petit peu là-dessus. Parce que, par exemple, un projet comme la Maison des médias libres, dont tu parlais tout à l'heure, qui est donc un projet dans le nord de Paris avec un bâtiment qui est repris par Olivier Legrain et qui doit héberger d'ici la fin 2026, début 2027, beaucoup de médias indépendants. Arrêt sur Image, par exemple, dans l'intention en tout cas, a répondu pour l'instant favorablement à ça. Mais pour nous, ça veut dire cohabiter, partager, par exemple, des soucis administratifs avec des médias qu'on va peut-être critiquer aussi. Ça, c'est un truc qui aurait été inenvisageable pour nous il y a 5 ans même, mais qui aujourd'hui, de par le contexte politique, et ça dit quelque chose aussi, je pense, on n'est pas obligé de le faire, mais on y réfléchit très sérieusement, quoi. Donc, juste pour préciser, cette maison des médias libres, c'est quoi ? C'est en fait de proposer aux médias indépendants de gauche, parce qu'il y a une charte quand même à respecter, hein, faut pas déconner. Tu veux pas que Frontières vienne ? C'est-à-dire que Frontières, ils viennent déjà quand ils viennent, ils se planquent, c'est ça le problème. Ils se planquent ou ils se font passer pour au poste, comme ils ont fait aux Amphis l'autre jour. Pour s'infiltrer aux universités d'été de la France Insoumise, nous avons décidé de nous faire passer pour des militants du parti. Après avoir passé la sécurité, nous voilà immergés dans l'univers de la France Insoumise. Bref, passons, oublions. Et donc le principe, c'est quoi ? C'est de créer une maison commune avec des loyers qui seraient inférieurs au prix du marché, avec des salles, des studios, des salles de conférences et éventuellement des services de mutualisation type comptabilité, juridique, etc. Voilà. Après, chacun est dans son local, dans son bureau, travaille en toute indépendance, etc. On se croisera dans l'ascenseur, quoi. C'est ça. C'est cette idée-là. Donc, c'est en train d'être construit. Donc, Legrain, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a gagné du pognon dans une autre vie. Il met à disposition son pognon pour acheter ce truc-là. Et ce truc-là n'est pas financé par Legrain. Il est financé par les médias qui vont louer
leur bureau et qui vont rembourser en fait l'achat du machin, quoi. Voilà, c'était juste pour que vous ayez de précision. Est-ce que le risque, c'est qu'à la fin, on pense pas tous pareil? Parce que, en fait, là, déjà, on est à la fête de l'UMA, on a un certain nombre de points communs. On a déjà fait un tri, hein. Il n'y a pas tout le monde à la fête de l'UMA, il n'y a que les gens bien. Et donc, mais on a des différences. Je pense que si on passe tous les gens qui sont dans cette pièce, si on reste très longtemps ensemble à discuter, etc., il y a des chances qu'il y ait une forme de consensus qui se crée, ou qu'au fur et à mesure, on se mette à penser un peu la même chose. Et finalement, on va tous porter peut-être la même vision du monde. Alors ça a des côtés positifs, mais ça a aussi ses limites, parce que même entre médias indés, même à gauche, il y a des différences. Non, mais on peut complètement cohabiter et accepter les nuances des uns et des autres. Il n'y a absolument aucun problème. C'est pas parce que on se croisera de temps en temps dans l'ascenseur que je me sentirai obligé de penser la même chose que David ou toi ou Anna ou. Je pense pas qu'on se sente obligé. Je pense que ça se fait naturellement. Ah ouais. Ouais. À force de traîner avec des gens, on devient d'accord avec eux. Hein. Ouais, ou alors on apprend à les connaître plus en profondeur et à comprendre que sur certains sujets, il y a des désaccords qui sont pas des désaccords profonds, mais qui sont les désaccords les plus intéressants en fait. Des désaccords qui sont complémentaires, sur lesquels on peut encore discuter. Alors là, dans le chat d'Opost, ça réagit. Olivier Legrain, fin de la blague, pourquoi Legrain, etc. Tout à l'heure, il y aura, moi j'attends ça, les questions. Je serais ravi de savoir ce que vous pensiez de l'idée d'aller voir des millionnaires de gauche molle, pour nous aider. Il est milliardaire, non? Non, il n'est pas milliardaire. C'est que millionnaire? C'est que millionnaire. Les milliardaires, c'est à droite. Voilà, nous, c'est millionnaire. Bon. Voilà, moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de ça, parce que est-ce que c'est l'argent n'a pas d'odeur? Est-ce que c'est de l'argent sale? Est-ce que il ne faut compter que sur nos énergies pour essayer de contrecarrer la doxa à la fois des médias conventionnels, des médias dominants et des médias fascistes? Vraiment, je vous pose la question très, très sincèrement, à titre personnel, je n'ai pas tout à fait la réponse. Vous parliez, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, des médias non indépendants. Parce que, bon, déjà, qu'est-ce qu'un média indépendant? Je vais me permettre de donner ma définition. Pour moi, un média indépendant, c'est un média dont la majorité du capital appartient à quelqu'un dont l'activité principale, c'est faire vivre le média. C'est-à-dire qu'il a une mission, c'est de faire vivre ce média. Ce média, il peut être une association, il peut être une entreprise privée, mais le propriétaire de ce média, son but principal, c'est de faire vivre des médias. Si le propriétaire de ce média, son but principal, c'est de construire des autoroutes et des prisons, il y a un moment, il ferait peut-être passer les autoroutes et les prisons avant les médias. C'est TF1, ça, Martin Bouygues, etc. Il y en a d'autres qui vendent des avions de guerre, il y en a... Bolloré, des ports, etc. Voilà, donc, mais c'est ça, un média indépendant, et après, David, tu as parlé des médias indépendants de gauche. C'est un peu un écosystème qu'on voit ici, ceux qui sont représentés dans ce village. Et après, il y a le reste du monde, les autres médias qui ne sont pas indépendants. Mais est-ce que c'est nous contre eux, ou est-ce qu'on doit collaborer avec certains d'entre eux si ça nous est utile? Anna, est-ce que tu ferais... Je vais te jeter sous le bus. Est-ce que tu ferais une collab avec Combini? Est-ce que tu ferais une collab avec Le Monde? Est-ce que tu ferais une collab avec Libé? Est-ce que tu ferais une collab... Alors, tu mets Le Monde et Combini sur les mêmes rails. Ça se discute, mais justement, j'ai fait exprès de montrer les nuances qu'il y a à l'intérieur des médias qu'on qualifie depuis ce village comme des médias pas indés, même si eux seraient pas forcément d'accord. Mais justement, c'est pas tous pareil. Il y a Canal+, il y a CNews, il y a Le Monde, il y a Combini, il y a plein de nuances. Je pense que je vais pas répondre par rapport à chaque média, mais je pense que rien n'empêche de base de s'asseoir à la même table qu'un autre média et de discuter avec, surtout quand c'est sur des sujets d'intérêt général. Je pense que il faut toujours quand même vérifier la gouvernance et ce qu'il y a derrière à ce que ce soit pas l'objectif final de servir des intérêts politiques derrière, quoi. Robin, je t'ai vu... Non, mais nous, c'est toujours la même équation. C'est-à-dire que on est relativement protégé de cette question-là, étant donné qu'il y a très très peu de chances que Le Monde
nous appellent pour s'asseoir à la même table qu'eux, pour faire un partenariat ou même Combini. Et nous, on n'a pas de... Faudrait étudier au cas par cas. Mais par exemple, tu as dit Canal. Canal, c'est mort. Non, Canal, c'est pas possible. Canal, c'est c'est mort. Bolloré. C'est l'extrême droite. Voilà, il y a quand même des frontières, pour le coup, assez nettes, quoi. Enfin, après, avec certains médias indépendants, ouais, je pense que c'est possible de faire des collabs sur certains sujets précis, si nos intérêts se rencontrent et que ça sert l'intérêt public. Mais Canal, non. Mais nous, on a fait des collabs avec des médias pas indépendants. Et alors, c'était comment? Mais ça s'est bien passé. On a fait une enquête avec l'équipe sur les hooligans dans le foot et notamment leur lien avec l'extrême droite. Et à un moment, il y a eu la une de l'équipe et 4 pages dans le journal. C'était aussi à un moment une manière d'amener un sujet à un public qui n'est pas le même public, qui est le public, celui qui va dans les stades, qui lit l'équipe. Et à un moment, on fait la une de ce journal et on fait 4 pages dans lesquelles on peut dire, regardez, attention, il y a des fachos dans vos stades et il serait peut-être temps de faire le ménage. Et puis en plus, comme cette enquête, on l'a fait avec eux, Street Press, on avait une certaine expertise sur l'extrême droite, donc on a amené ça. Mais eux, ils avaient les téléphones directs des présidents de clubs. Donc à un moment, il a fallu demander à Lyon, et alors comment ça se fait qu'il y ait des nazis chez vous? Bah nous, on avait déjà essayé. Et la réponse était vue et sans tape. Mais quand c'est l'équipe qui appelle et qui dit, bah... Comment ça se fait qu'il y a des nazis chez vous? L'Olympique Lyonnais, ils sont un peu plus obligés de répondre. Donc, dans ce cas-là, ça avait un intérêt. Mais si je puis me permettre... Mais permets-toi. Du temps où Daniel Schneiderman était encore arrêt sur image, il était aussi chroniqueur à Libération. Mais c'est pas pareil. C'est Daniel. C'est le boss. C'était le boss. Non, mais pour dire... Ah, c'est pas mon boss, déjà. Non, c'était à l'époque. Si, mais ça, c'est... Alors, ça, oui. À l'époque, ouais, Non, mais ça, c'est... Pourquoi je dis ça? Il y avait une chronique à Libé, mais ça atteste pas d'un partenariat entre Libé et Arrêt sur Image. Ça atteste que lui avait, en gros, il écrivait pour Arrêt sur Image et il publiait des chroniques qui étaient employées par un autre journal. Mais il n'y avait pas de pont éditorial. Si tu veux, il écrivait ce qu'il voulait dans un Libé. C'était pas relu par Arrêt sur Image et vice-versa. Donc pour moi, c'est pas exactement pareil. Est-ce que tu joues pas un peu sur les mots? Il y a un lien économique. C'est le boss qui fait ça? Il y a un lien. Est-ce que derrière, et moi je le crois sincèrement que ça vous a pas empêché de dire ce que vous voulez, y compris sur Libération. Mais il y a toujours le risque que quand la critique, l'enquête sur Libé, elle arrive, le patron, ils sont un peu gênés. Que Daniel soit gêné? Ça lui arrive rarement quand même. De ce côté-là, c'est vrai qu'on est assez préservé de ça. Ça va. Non, mais précisément, non. Moi, je notais ça évidemment pour t'enquiquiner, mais aussi pour avoir ta réponse. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense en aucune manière que ça a influé le travail d'Arrêt sur Image. Donc, ça veut dire que oui, on peut se compromettre avec un journal qui appartient à un milliardaire, car je rappelle que Libération appartient à Kretinsky. Quoi qu'en dise toujours Libération en disant Kretinsky, quand il parle de lui, créancier de Libération, il a votre vie dans les mains, quoi. Libé appartient à une fondation officiellement, mais cette fondation siège au conseil d'administration de cette fondation les gens qui lui prêtent de l'argent. Donc en fait, ils ont juste trouvé que c'était fiscalement plus rentable de créer une fondation que d'être une entreprise classique. Mais c'est un montage financier. Alors, l'idée des collaborations entre nous, je trouve qu'elle est importante si on arrive à dégager sur un plan quasiment syndical ou politique. Je ne sais pas si vous le savez, mais le ministère de la Culture donne des aides à la presse depuis très longtemps. En fait, depuis le 19e siècle. Depuis le 19e siècle, il y a des aides à la presse. Et le Conseil national de la résistance, à la sortie de la guerre, a conseillé, a dit l'information n'est pas une marchandise comme les autres, elle n'a pas vocation à être rentable, donc il faut soutenir industriellement ce secteur-là. Aujourd'hui, évidemment, on rigole puisqu'il appartient, comme vous le savez tous, à des milliardaires pour 90% des quotidiens, etc. etc. Mais n'empêche qu'il y a cette aide. Cette aide, elle permet, par exemple, de soutenir les imprimeries. Elle permet de soutenir la distribution papier parce qu'elle date du 19e siècle, donc ils sont encore très, très papier. Mais il y a une petite aide dont nous bénéficions qui s'appelle pour les services de presse en ligne. Cette aide, elle est de 4 millions par an. Cette enveloppe n'augmente pas. Or, on est de plus en plus nombreux à vouloir y accéder.
Et donc, il y a de plus en plus de lauréats, mais avec des bourses qui sont bien moindres. Et bien là, je dis que nous devrions imposer que cette enveloppe augmente. Nous devrions imposer que des journaux qui appartiennent à des milliardaires ne devraient pas recevoir, car le journal qui est le plus financé aujourd'hui fait l'objet d'un rachat en ce moment par Bolloré à Bernard Arnault, c'est le Parisien, qui touche des millions par an au nom de cette aide. Eh bien, nous devrions faire en sorte qu'à partir du moment où un journal appartient à un milliardaire, il n'y a plus d'aide pour ce journal-là, puisque le milliardaire l'achète pour de l'influence, et cet argent devrait être redistribué, y compris à des journaux de droite, j'ai aucun problème avec ça, mais redistribué à des journaux qui seraient indépendants. Et il me semble qu'en faisant des villages comme celui-ci, en faisant des opérations, en faisant des complémentarités, on apprend à se connaître, à travailler ensemble, et j'espère qu'on va déboucher sur quelque chose de plus frontal, de plus politique. Et c'est d'autant plus important qu'effectivement, il faudrait, dans un monde idéal, que cette aide soit plus importante pour que la part du gâteau que se partagent les médias plutôt indépendants soit plus importante aussi. Mais la réalité, c'est que cette aide permet à de nombreux médias, dont nous, de survivre, de continuer. Et que malheureusement, je pense que cette aide est malheureusement plus près d'être supprimée que d'être augmentée, quoi. Il suffit par exemple que un gouvernement d'extrême droite, je suis pas sûr que garderait cette aide, quoi. Donc c'est pour ça, ça vaut d'autant plus le coup de se battre pour qu'elle soit augmentée, au moins pour ne pas qu'elle disparaisse, quoi. Et puis les aides, elles sont distribuées selon un modèle qui était celui de la presse il y a plusieurs décennies, c'est-à-dire la presse papier. Tu l'as un peu dit, on subventionne le fait d'emmener le journal depuis l'imprimerie jusque chez les gens. Mais Anna, vous emmenez pas Commune depuis l'imprimerie jusque chez les gens, en tout cas pas pour le moment. Non. Et vous, est-ce que vous touchez beaucoup d'aides publiques ? Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Et du coup, on a dû vraiment axer beaucoup sur l'écrit, surtout dans nos dossiers, mais en réalité aussi. En faire plus que ce qu'on avait prévu de faire, parce que nous, on pense qu'on est bon dans la vidéo et dans les réseaux sociaux, parce qu'on parle à un public très jeune et sur les codes réseaux sociaux. Et donc, on n'avait pas envie de faire autant d'écrits, et on a dû le faire pour ces aides qui sont assez archaïques dans leur demande, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que, en fait, parce que économiquement c'est difficile, parce que le système d'aide publique il est complètement archaïque, vous changez votre façon de travailler et vous faites ce que vous n'aviez pas prévu de faire. Là où sur les réseaux sociaux vous touchez des centaines de milliers de personnes, vous allez faire de l'écrit qui marche pas si bien que ça pour toucher net. C'est un vrai problème quand même. Ouais, après on le fait. On avait quand même une volonté de le faire parce que ça nous permet de pousser des sujets. C'était intéressant de le faire, mais on en fait plus que ce qu'on voulait. Oui, pour valider ces aides-là, quoi. Ouais. Et juste pour conclure sur les aides, juste pour un cas très concret qui est celui d'Arrêt sur Image, cette année, c'est la première fois où on a demandé des aides à la presse, parce que jusque-là, on avait le luxe, comme Mediapart, de pouvoir vivre uniquement grâce à nos abonnements. Depuis l'année dernière, on perdait trop d'argent et on s'est dit, non, mais on va faire la demande d'aide et tout. On a touché, parce que là-dessus, on est extrêmement transparent, 250 000 €. C'est exactement ce qu'on avait perdu l'année dernière. Ça veut dire que concrètement, sans ces aides, aujourd'hui, Arrêt sur Image serait plus qu'en difficulté, quoi. Donc, c'est pas juste un truc cosmétique, quoi. Ça permet vraiment aux médias de continuer à vivre en plus des dons et des abonnements qu'on reçoit, quoi. Ouais, c'est aucun des médias. C'est un vrai enjeu démocratique, quoi. C'est un vrai enjeu démocratique et je pense que tous les médias qui sont sous ce chapiteau joue un rôle démocratique, un rôle de contre-pouvoir, on l'a vu au moment des dernières élections, un rôle dans le débat démocratique, en critiquant, en donnant la parole aussi à des voix qu'on n'entend pas. C'est aussi, par exemple sur Au Poste, tu invites des gens qui écrivent des livres, qui seront jamais invités sur BFM ou sur CNews, quoi. C'est aussi ça l'enjeu, le rôle. D'ailleurs, c'est un critère. Non, c'est pas vrai, parce que
le plaisir fait que parfois on peut aussi inviter des gens qui vont ailleurs. Mais évidemment, l'idée, c'est pas de se superposer à ce qui existe déjà au déversoir, c'est d'essayer d'ouvrir des perspectives, d'éclairer des zones un peu d'ombre et de donner effectivement une diversité. Et c'était exactement ce que le Conseil national de résistance, j'y reviens, voulait. C'est-à-dire en disant il n'y a pas de démocratie. D'ailleurs, c'est écrit là. Bon, attendez, on va enlever les fauteuils parce que non, si tu démontes pas toute la scène. Les 2 secondes. Non. Et si, parce que C'est le problème avec David. on a passé Il est intenable. on a passé une semaine sur cette banderole, personne ne la voit. Mais dis-nous ce Pouvez-vous qu'il y a vous écrit lever 2 dessus. secondes Et... Mais devez-vous. Voilà. Voilà, un peu de direct. Bon, alors, pas de démocratie sans les médias libres. Bah voilà. Là, voilà, il y a le réel qui va devoir refaire tous les plans de cadrage. Non mais Voilà. Non mais on voit qu'il a fait de la télé, il faut faire du spectacle. Non, parce qu'il le dit pas, il a créé télé, donc mais ça il en parle moins. Hein. Alors c'était à une autre époque. Voilà, c'est vrai. Ça veut dire c'est vrai. C'était à une autre époque. Non mais moi je connais les dossiers. Hein. Bien sûr. Non mais voilà, ce que je veux dire, c'est que là on a l'impression de se payer de mots, mais en réalité non, c'est extrêmement important. Cette idée que les petits médias, nous on est minuscules. Nous, au Poste, on est minuscules, mais on fait venir des gens, ils s'entraînent, ils parlent pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Ça permet de se développer, de faire circuler les idées, etc. Et puis après, ça va sur Street Press, puis après, ça va sur Arrêt sur Image. Puis alors après, il y a Mediapart. Et puis après, France Inter, quand ça se passe mal. 20h de TF1. Et voilà. Et moi, je trouve ça très, très agréable de jouer ce rôle-là de camp de base, de camp d'entraînement, etc., aux idées, aux débats politiques, etc. Et si ça n'existe pas, si ces signaux faibles que nous sommes, en fait, n'existent pas, tout va s'écrouler. Il n'y aura pas de démocratie au sens où il n'y aura pas de rempart. C'est pour ça que l'enjeu des médias indépendants me semble essentiel. De la même manière que la liberté de la presse est cardinale, c'est la liberté des libertés, car à partir de... Si vous enlevez la liberté d'opinion, il n'y a plus de liberté. Toutes les autres libertés tombent. Et le problème auquel on fait face, et là ce que tu disais sur Arrêt sur Image, il faut bien entendre, ça fait 20 ans que ça existe, c'est la première fois... 30 ans. Combien 40 ans 30. 40, 50 30 ans 70 ans. Non, c'est 30 ans. 30 ans, et c'est la première fois qu'ils sont obligés d'aller chercher des subventions pour survivre. C'est pas un bon signe. Alors qu'on ne s'est pas augmenté en salaire, voilà. Il y a pas, c'est vraiment juste parce que. Et après, c'est normal, là, en fait, les gens avec l'inflation, ils s'abonnent moins et tout, c'est un problème que rencontrent de nombreux médias. Mais c'est juste que maintenant, voilà, jusque-là, on pouvait se dire 100% indépendant, ce qu'on reste, mais malgré tout, on reçoit les aides de l'État. Ce qui, rassurez-vous, ne nous empêchera pas de critiquer ni Rachida Dati ni Emmanuel Macron. Je veux dire, Blast reçoit les aides de l'État. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il soit pro-Macron, par exemple. Donc c'est pas, mais c'est une, quoique. Non. Ils ont changé, ils ont un peu molli. Ouais, c'est vrai, ils sont bourgeoisés, hein, comme tout le monde. Après, tu parles de signaux faibles et on explique que c'est compliqué économiquement. C'est une réalité, c'est compliqué économiquement. Mais je pense qu'il faut aussi voir que les médias indépendants, on peut être fort et très fort, on peut peser sur le débat public. Faut pas non plus qu'on se voit seulement comme des petits médias qui sont faibles. Il y a des enquêtes de Mediapart qui ont fait tomber des ministres. Il y a des enquêtes de Street Press, et j'en suis fier, qui ont fait tomber des députés, qui ont fait perdre des circonscriptions à des députés d'extrême droite. Il y a des enquêtes d'Arrêt sur Image qui peuvent changer une grille télé, qui peuvent changer une émission, qui ont un poids sur la société. Et de la même manière, je pense qu'à Commune, vous avez un poids sur les sujets, vous touchez combien de personnes sur Instagram que les gens aient un ordre de grandeur? Là, actuellement, on est à 67 000 abonnés, je crois. Et en vue, ça veut dire par mois sur Insta, vous faites quoi? Des centaines de milliers? Oui. Donc, un petit média fait des centaines de milliers de vues. Donc, ça veut dire qu'en fait, on est tous forts. Aujourd'hui, on est à la fête de l'humain. L'an dernier, ça a fait 400 000 entrées, la fête de l'humain. Il y a quand même 450, pardon. Mais ça veut dire quand même, je trouve que c'est important de se dire qu'on est capable d'être fort et que
c'est aussi une raison de soutenir les médias indépendants. Oui, c'est une question de survie, mais c'est aussi parce que ces médias indépendants contribuent au débat public et peuvent faire bouger les lignes. Oui, mais c'est important de reconnaître la part de fragilité qui existe en chacun. En toi, c'est beau, t'as raison. Non, mais c'est vrai, mais pour faire comprendre aux gens que ça existe et c'est bien et on peut être très fort et tout, mais ça peut aussi ne plus exister, quoi. Je voulais juste rebondir, avant qu'on passe aux questions ou à la suite, sur l'idée que tu disais, est-ce qu'il faut se réunir, les rédactions, avant des échéances comme les municipales, etc. Eh bien, il me plaît de citer dans cette fête de l'humanité communiste Léon Trotsky, qui disait marcher séparément, frapper ensemble. Eh bien, je pense que nous devrions faire la même chose. C'est-à-dire, on en a parlé lors de la préparation de cette émission, de ce débat, je pense que nous devrions, nous les médias indépendants, nous réunir 2-3 fois par an en disant il y a des échéances politiques, électorales, économiques importantes. Il faut qu'on mette le paquet là-dessus, mais à l'inverse de tous les exemples qu'on vient de donner, où on dirait on va travailler ensemble sur ça, c'est chacun travaille comme il a envie. Je donne un exemple, on dit les municipales, à ce moment-là, mécaniquement ça va se faire, mais c'est juste pour vous donner un exemple, à ce moment-là, Reporter fait l'aspect écologique, vous l'aspect facho, etc., nous l'aspect contre-pouvoir, vous l'aspect médiatique, etc. Et je pense qu'on resterait libre, chacune des rédactions, et on serait plus fort en frappant ensemble. Avant de passer aux questions de la salle, je voulais parler d'expériences qui existent, de collaboration entre médias et dont on entend assez peu parler. C'est des collaborations internationales. Street Press, on fait partie de Sfera, c'est un réseau de médias indépendants européens. Nos partenaires, c'est El Salto en Espagne, c'est une grande coopérative qui réunit une centaine de journalistes avec qui on travaille. C'est c'est des médias en Hongrie, en Pologne, etc., avec qui on fait des enquêtes, on fait des sujets vidéo, etc., en commun. Et ces collaborations-là, elles ont un vrai poids. Et aujourd'hui, les enquêtes qui ont peut-être le plus de poids, et notamment sur les questions économiques, je pense au Football Leaks, je pense aux Panama Papers, elles sont le fruit de collaborations entre médias du monde entier. Ça passe un peu sous les radars, c'est assez peu connu, mais ça montre quand même que quand des médias s'associent, travaillent ensemble, ils sont capables d'être très puissants, et y compris de faire plier des milliardaires, parce que c'est le cas des Panama Papers. Et on le dit peu, et pourtant ça monte. Après ça, je vous remercie, je vais passer aux questions de la salle. Est-ce qu'il y a des questions pour les uns, pour les autres, ou pour tout le monde, ou des réactions ? Et je propose, selon une habitude qu'avait donnée David, je crois, c'est de faire une femme, un homme sur les questions en alternance. Alors un homme. Bonjour. Déjà, je vous félicite pour tout ce que vous faites. J'aime beaucoup vos posts, donc c'est pour ça que je le fais. En fait, justement, pour vous aider à vous financer, est-ce que vous ne pensez pas qu'une plateforme comme Twitch, c'est aussi quelque chose qui est franchement rentable aussi d'une certaine manière? Bien sûr, sur les premiers coups, c'est difficile d'avoir une audience, mais je pense que pour des plateformes telles que Street Press, qui ont déjà une certaine audience, c'est aussi un bon qui peut vous servir. Mais juste pour dire une chose, félicitations à vos posts pour le boulot qu'ils font sur Twitch, parce que ce n'est pas facile d'être sur Twitch. C'est bon. C'est les pires heures de la télé. Ce n'est pas facile d'être sur Twitch et d'assumer d'être sur Twitch, parce que tout fait, je sais, mais je te fais pas... Alors, justement, eux, ils arrivent sur Twitch. Nous, on ne sait pas si on arrive sur Twitch, mais on y réfléchit. On se pose la question de venir sur Twitch. On pense que ça vaut le coup, que c'est utile, que ça peut être intéressant parce que ça permet de parler à une audience différente. Par contre, je suis pas sûr que ce soit rentable. Je suis pas sûr qu'entre ce que ça coûte de produire des émissions Twitch et ce que ça rapporte, ce soit rentable, sachant que Twitch, et peut-être qu'on ira, donc je le dis pas pour dire qu'il faut pas le faire, mais ça appartient à Amazon, voilà. Et que quand tu donnes 1 euro via Twitch, Amazon prend 50 centimes. C'est ça. C'est pour ça que nous, on est sur Twitch, mais on n'accepte pas ce qu'ils appellent les subs, les manières de soutenir sur Twitch, parce qu'on veut pas de l'argent de Jeff Bezos. Voilà. Mais ça fait partie de tous les trucs que chaque média peut arbitrer. Et, Anna, vous voulez aller sur Twitch ? Non, c'est pas un projet
Du tout. Je pense qu'on n'a pas les moyens déjà de faire des émissions longues comme ça pour l'instant. Et c'est un truc auquel on n'a pas réfléchi. On a plus envie de développer YouTube, nous, là. Et est-ce que YouTube, parce qu'on parle aussi de rentabilité, est-ce que YouTube c'est rentable? Non. Non, mais il faut le dire. Non, il faut bosser comme un ouf pour... Nous, on a une chaîne YouTube, on a 450 000 abonnés. Il faut faire des vidéos on tous les jours. Pas du tout rentable. Sur YouTube, pas du tout. Heureusement qu'il y a tous les donateurs qui nous soutiennent, mais ce qu'on gagne par la monétisation, c'est infinitésimal. Ça couvre même pas 10% des frais de production des émissions, des documentaires, etc. Et toi, Twitch, est-ce que c'est rentable? Alors non, enfin, c'est-à-dire que nous, depuis très longtemps, on propose aux gens de faire des dons par une plateforme qui s'appelle J'aime l'info, et pas du tout de passer par les fourches codines de Bezos pour Amazon, Twitch ou pour YouTube. Ce qui veut dire que nous coûtons de l'argent en bande passante à Twitch, ce qui fait que leur algorithme, et c'est naturel, nous baisse considérablement puisqu'on ne rapporte pas de subs où ils touchent la moitié. Et c'est la même chose sur YouTube puisque, en plus de ça, on ne prend pas la publicité. Donc YouTube n'a aucun intérêt à ce qu'on existe puisque plus on existerait, plus ça leur coûterait de l'argent. Donc notre indépendance, elle est dans le fait qu'on utilise ces outils-là pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des moyens de diffusion et de distribution, mais pas du tout des moyens de financement. En revanche, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, effectivement, c'est une possibilité de financement extrêmement rapide, mais à mon avis extrêmement dangereuse si on ne garde que ce modèle-là, quoi. Une dernière question, après on va quitter nos chaises pour laisser la place au débat d'après. J'ai une question par rapport à la thématique, du coup, combattre CNews et TF1, c'est des médias qui sont très gros et qui sont présents à la télé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'informent uniquement par la télé. C'est beaucoup plus facile d'allumer sa télé et de regarder CNews plutôt que d'aller faire une recherche Internet. Est-ce qu'il y a un monde où ces médias indépendants, ils pourraient aussi leur faire face en étant présents sur leur terrain et donc à la télé? Est-ce qu'il y aurait besoin de mutualiser? Je sais qu'il y avait le Média qui avait voulu avoir une chaîne sur la TNT. Mais comment est-ce que ça peut s'organiser? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que vous en parlez? Vous y pensez? Alors effectivement, le Média avait postulé pour avoir un canal sur la TNT. Son audition s'était vraiment très bien passée. Ils avaient très bien préparé leur coup, mais ils ont été victimes de la censure par l'argent. Puisque pour être sur la TNT, il faut à peu près débourser 10 millions par an pour pouvoir assurer le suivi technique de la TNT. Eh bien, vous n'avez que des milliardaires qui peuvent avoir des chaînes. Et l'Arcom, qui désigne les canaux, était un peu embarrassé, avait dit aux médias, si vous voulez, faites ça que sur Paris pour commencer, parce que ça coûte moins cher. Le Média a dit non, nous on veut être sur la TNT, et leur idée c'était pour le coup de mutualiser, d'aller prendre des émissions des uns et des autres. Et je crois que tout le monde était plutôt d'accord pour dire, ouais, tentons le coup. Mais en fait, il y a le mur de l'argent, on y revient. Et là, c'était rédhibitoire. Alors que d'autres ont eu gain de cause sans aucune idée de programme, sans aucune grille, sans rien. Mais simplement, 10 millions, mais c'est pas de problème. Je les ai. Voilà. Ouais, d'ailleurs, la fréquence du Média, pour le coup, a été attribuée à la chaîne T18, qui est financée par Kretinsky et sur laquelle il n'y a absolument aucune idée nouvelle. Je veux dire, à l'audition, il y avait Enthoven et Denis Oliven. Donc voilà, ça se passe effectivement comme ça. Ça va être la fin. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'est aussi la fin de la fête de l'UMA. Je suis dans le RER pour rentrer chez moi. J'en profite pour te rappeler que Street Press est un média indépendant qui vit d'abord grâce au don des lecteurs. Donc si vous pouvez, soutenez-nous. Le lien vers la cagnotte est dans la description de la vidéo.